Le Tour de France avec Astana, c'est un petit peu le point d'orgue de cette aventure sur Pro Cycling Manager 2019 pour cette équipe. La série aura été riche d'enseignements. Il y a eu pas mal de trucs qui m'auront conforté dans certaines impressions que j'ai. Et ce Tour de France, profil 2012, est vraiment l'aboutissement de ce qu'il y a de plus dégueulasse qu'on peut proposer à ces coureurs-là. Dans ce sens que je n'ai aucun spécialiste de contre-la-montre, je n'ai surtout qu'un seul réel spécialiste de montagne, hein, en grimpeur, et encore, Fuglsang, on pourrait le considérer comme un puncher grimpeur. Bon, allez, ne jouons pas sur les mots. Toujours est-il que l'interrogation, et je vais reprendre comme ça quelques éléments de la fin de l'épisode précédent, histoire de resituer les choses. L'interrogation, c'est qui peut, chez Astana, concurrencer eh bien, la longue liste de favoris potentiels que je vous ai mis à l'écran juste avant. Ça démarrait sur un prologue sur lequel Lutsenko est quand même forcément favorisé par rapport à Fuglsang. J'ai dans un doute permanent en fait entre les deux, à savoir lequel des deux peut réellement tenter sa chance face à qui? Face à quelqu'un comme Roglic, face à quelqu'un comme Dumoulin, face à même quelqu'un comme Bernal, qui sait, avec son fameux 85 en montagne, qui nous a déjà donné des sueurs froides au niveau d'un Giro notamment. Et l'étape 2 était plutôt pour les punchers et je me suis raté relativement avec Lutsenko parce qu'il n'arrive pas à la prendre. C'est Julien Alaphilippe qui récupère du coup même la victoire et le maillot jaune par la même occasion. Un très bon Julien Alaphilippe, mais on n'est pas vraiment surpris. C'est toujours comme ça, hein, quand une partie évolue un petit peu, Alaphilippe devient de plus en plus irrespirable et quasiment tout terrain, hein, quelque part, à part les pavés. Et donc, ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, par contre, que de prendre cette victoire d'étape à l'étape 3, même s'il n'y a aucune conséquence au niveau du général sur le long terme, ça va sans dire. Mais au moins, on n'est déjà pas Fanny. Et puis Magnus Cort Nielsen peut, à l'image de ce sprint ici intermédiaire dans l'étape 4, envisager peut-être un nouveau maillot vert. Ce serait en tout cas un objectif partiel pour moi. Surtout dans la mesure où l'objectif du général est très délicat à remplir. Et du coup, c'est vrai, je peux me reporter peut-être sur des maillots annexes, on verra bien si Bilbao irait pas chercher les grimpeurs, si Cort Nielsen irait pas chercher le vert, dans la mesure où on serait battu, par exemple, au général, hein, et avec zéro perspective de victoire. Parce qu'encore une fois, le profil 2012, pour lequel bon, on avait eu des discussions avec certains, etc., je pense que le pas est un petit peu haut. Au stade où je vous avais laissé à l'épisode précédent, Dumoulin, Roglic, peut-être Fuglsang, mais il y a la capacité de rouleur qui est beaucoup moins forte que pour les deux premiers, sont bien placés. On a trois punchers devant l'éternel qui sont en tête, mais ça pourrait bouger. Et puis en plus, apparemment, l'ami Bernal n'est pas le leader, mais c'est un peu logique. Mais bon, moi je m'attendais quand même à avoir Egan Bernal vraiment en face. Visiblement, c'est plutôt Geraint Thomas qui, du côté Ineos, a les faveurs de l'équipe. C'est bizarre. C'est étrange, parce qu'avec 85 en montagne, normalement Bernal doit tous nous éclater. Et voilà, il y a une petite interrogation de mon côté. On verra un peu comment ça évolue aussi, hein, parce que sur les toutes premières étapes, il faut pas non plus tirer des masses de conclusions, ça peut se décanter encore, hein, par la suite. Allez, étape 5, avec oui, quelqu'un qui est envoyé à l'avant, c'est Mats Pedersen, avec toujours ces fameux petits sprints GPM là, qui ont tendance à désolidariser l'échappée, et puis surtout, pour le joueur humain, ça a tendance à nous, à nous piquer de la barre et à nous bousculer un petit peu dans notre confort, euh, en tout cas dans ce qu'on aimerait être notre confort. Toujours est-il que du coup, tant qu'à faire, je l'ai fait les GPM, hein, puisque de toute façon il va falloir sprinter pour suivre, autant sprinter pour prendre les points, hein, c'est un peu le credo. Et voilà, on s'avance vers une fin d'étape 5. Allez, peut-être il y a quelque chose à provoquer, on va voir. On va voir s'il y a quelque chose à faire. En tout cas, je serai dans une posture offensive sur ce Tour de France. Offensive, en oubliant que j'ai aucune chance. Et voilà, comme la fameuse phrase de Michel Blanc, hein, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Mais là, il faudrait vraiment un sacré malentendu. Jumbo-Visma, puisque c'est une équipe qu'il faut vraiment regarder, hein, en l'occurrence, autour de Roglic, Jumbo-Visma est très très
très très costaude, à ceci près que il y a toujours un fail pour moi. Si vous avez un leader pour le général et qu'en même temps vous avez aussi un train ou un train partiel au moins pour un sprinter de niveau mondial, quelque part ça veut dire que vous cherchez à jouer sur deux tableaux et en l'occurrence Jumbo-Visma ils ont Kreswijk, ils ont George Bennett pour épauler en montagne Roglic, qui est déjà très fort intrinsèquement, mais ils ont également Tennyson et Wout van Aert qui seraient eux peut-être davantage à même d'emmener les sprints pour Groenewegen dans un travail collectif. Donc déjà ça c'est une faille d'avoir Tennyson et surtout d'avoir Groenewegen, parce que si tu avais deux grimpeurs à la place, c'est plus la même course. C'est plus la même course du tout. Mais voilà, donc c'est comme ça, c'était pour situer un peu les choses. Du côté d'Ineos, je suis un peu en interrogation par rapport à ce qu'ils peuvent proposer. Déjà, en tout premier lieu, parce que visiblement Bernal n'est pas mis en avant. Après, il y a l'influence du prologue. Hein. Le prologue, évidemment, était à l'avantage plus de Geraint Thomas que de Bernal, mais quand même, sur les arrivées en côte, normalement Bernal n'aurait pas dû concéder du temps, alors que ça a été fait. Il y a également le cas de la Sunweb avec Tom Dumoulin. Tom Dumoulin qui est notre adversaire de la Sunweb. Et toujours avoir en tête que ce profil 2012, pour ça que je le cataloguais de entre guillemets dégueulasse pour nous, c'est qu'il termine. Alors déjà il y aura un contre-la-montre Besançon-Arc-Esnan là, sans trop attendre vers l'étape, je sais plus si c'est 8 ou 9, mais en tout cas voilà. Et il y aura aussi malheureusement un contre-la-montre pour boucler ce Tour de France. Et celui-là, il est de près d'une cinquantaine de kilomètres. Il est relativement sur du plat, donc très délicat, très très délicat. Et c'est vrai que du coup, on peut se demander quelle est la chance réelle des purs grimpeurs ou des grimpeurs polyvalents face à un tel profil. Est-ce que finalement les choses ne sont pas dites à l'avance pour Dumoulin ou Roglic, voire Geraint Thomas s'il se comporte pas mal, à voir. À voir, à voir, mais pour ça que, par exemple, ce Tour de France 2012 m'excite nettement moins qu'un profil de type 2020. Bon, vous allez dire, ouais, c'est parce que on n'a pas vu 2020, donc forcément, il y a encore beaucoup d'interrogations qui suscitent l'excitation aussi. Mais même pour parler d'un truc qu'on a déjà vu, même le profil 2019, par exemple, je le trouve beaucoup plus sympathique que le profil 2012. C'est bon, il fallait y passer, il fallait l'avoir joué un jour, mais c'est pas le truc vers lequel on irait naturellement avec envie, je dirais. Voilà. Donc, on joue notre partition. Hein. Vous avez vu que je participe à pas mal de sprints avec Kurt Nielsen pour essayer d'aller chercher cette tunique verte. Et puis ensuite, c'est vrai que sur le final de certaines courses, on n'hésitera pas à durcir si ça peut se faire. On voit ici par exemple une grosse cassure qui est provoquée, opérée en cette fin d'étape. Pour le coup, le vent n'était pas, il n'y avait pas non plus 50 km de vent, mais il y avait peut-être quelque chose à faire et donc après j'ai essayé de me replacer et voire même ensuite de participer à cette cassure. Il y avait des coureurs qui étaient très très mal positionnés à un certain moment et du coup on a réussi à faire la bascule pour faire passer les nôtres bien au bon endroit et surtout continuer. C'est vrai que moi j'aime beaucoup essayer de profiter de ces petites circonstances de course là. Roglic, ça va, il est dans les clous. Hein. Il a suivi, il va pas se faire avoir. Mais par contre, il y a quand même énormément de gens qui se sont fait berner par cette histoire. Même Peter Sagan, même Michal Kwiatkowski aussi s'est fait piéger. Étonnant, hein, parce que normalement il est très 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 vigilant. Surtout que c'est du Kwiatkowski, c'est pas la version Sunweb. Hein, dans ma partie avec Sunweb sur WorldDB que je vous propose de temps en temps. C'est pas Kwiatkowski Sunweb, c'est le Kwiatkowski Ineos de début de jeu. Hein, donc avec la database, j'avais pris PCM France, mais en fait ce n'est rien d'autre que la database d'origine du jeu, mais qui est juste renommée avec les bonnes équipes, les bons maillots et les bons patronymes pour les coureurs. Et c'est vrai que sur cette database-là, Kwiatkowski, c'est une autre dimension hein, que le Kwiatkowski de la WorldDB qui a subi une forme d'effondrement.
Et donc on roule pas mal, on a ce qu'il faut. Moi j'ai pris du gros matériel pour rouler hein, sur ce Tour de France, donc il n'y a aucun problème, ça nous va totalement. L'équipe elle est très proche de celle que j'avais constituée l'année précédente, euh, parce que je commence à avoir des petites certitudes, je dirais, en matière de Tour de France, du Grand Tour en général. J'ai J'emmène très volontiers des équipes comme ça, constituées de beaucoup plus de rouleurs polyvalents, bien évidemment. Il ne faut pas qu'ils aient 55 en montagne, mais des rouleurs polyvalents, très costauds, avec de grosses notes physiques. Ça, c'est vraiment mon credo par rapport au Tour de France, dans la mesure où les cols auxquels on est confronté, et déjà, il y a quand même, si on fait le compte, pas tant d'étapes de montagne que ça sur un Tour de France. Il y en a moins, par exemple, que sur un Giro ou une Vuelta. Hein. Et de ce fait, j'emmène vraiment des équipes de rouleurs parce que aussi le deuxième argument fondamental c'est que les cols français alors là j'appelle pas ça un col mais il y a une arrivée à la planche des belles filles ici qui est quand même assez excitante la montée est assez courte hein, elle est accessible pour un puncher hein. Euh, je pense sincèrement que les cols français n'ont pas les mêmes pourcentages extrêmes qu'on peut connaître sur certaines parties de Vuelta ou sur certaines parties de Giro et de ce fait, les coureurs qui sont plus rouleurs sont, on va dire, moins désavantagés et donc peuvent en fait s'avérer plus utiles que ce qu'ils ne le seraient sur un Giro ou une Vuelta. Et puis il y a aussi un argument massu, c'est le calendrier. Le calendrier qui veut que vos coureurs de classique, puisque c'est en fait c'est de ça qu'on parle, hein, Kort Nielsen, euh, Mats Pedersen, Søren Kragh Andersen, même quelqu'un comme Freile hein, a aussi une dimension de coureur d'Ardennaise, par exemple, etc., etc. En fait, ces coureurs-là, bah, participer au Tour de France avec un très bon pic de forme, eh bien, c'est opportun, tout à fait opportun dans la mesure où ils vont être tranquilles, ils vont récupérer après leur classique et puis après on peut les envoyer sur le Tour. Donc le montage est très facile à faire sur PCM et c'est vrai que ça facilite les choses quoi. Hein. J'ai envoyé Bilbao en regardant un petit peu ce que ça pourrait donner. Il semblerait que Julien Alaphilippe ait des fourmis dans les jambes, on va s'en apercevoir. Regardez, il a essayé de contester le GPM à Bilbao. Attention à Alaphilippe qui joue une drôle de partition, parce qu'avec ses notes, bon, le 74 en montagne pourrait paraître rédhibitoire. D'ailleurs, il pourrait faire que euh, l'IA ne le considère pas réellement comme dangereux et toujours à surveiller, même si là ça va rouler et ça va rentrer, mais toujours intéressant de voir qu'est-ce que l'IA considère comme dangereux et qu'est-ce qu'elle ne considère pas comme dangereux. Et c'est vrai que, a priori, les notes d'Alaphilippe, quoique excellentes et peut-être propices pour nous, joueurs humains, hein, peut-être avec ces notes-là, on peut arriver à en gagner un de Tour de France, en fait, si on prépare bien notre affaire, et puis suivant le profil aussi. Mais, l'IA, elle va jamais essayer de jouer la victoire finale avec Alaphilippe. Bon, c'est un peu saugrenu comme idée, mais moi, vous savez, j'ai un peu l'esprit tordu. Par moment, j'essaie de voir ce qui pourrait être faisable aux frontières de ce qui ne l'est pas. Donc, on va aborder l'ascension de la planche des belles filles après une dernière petite difficulté. À noter que cette étape, c'est marrant, hein, elle paraît quasiment allez, je vais être méchant, elle paraît insipide au regard de ce qu'on a connu dans le Tour de France sur le Tour de France 2019 avec cette fameuse étape qui arrivait à la planche des Batteries. Mais, ouais, mais avant, il y avait quelques difficultés plutôt coquines. Et là, au final, on se retrouve avec une course. Bon, elle était animée, hein. Il y a un très gros rythme quand même sur cette étape. Hein. L'IA s'est surpassé. Ok, mais tout de même, ça reste un peu moins costaud, voire beaucoup moins costaud, l'effort demandé que ce qu'on a pu connaître, par exemple, sur l'étape qui arrive au sommet de la planche des belles filles, nouvelle version, dirais-je, avec le dernier kilomètre là, en plus, en 2019, IRL, ou même quand on le joue sur PCM, quoi. Attention, Roglic est aux avant-postes, il a l'air chaud comme la braise, il va falloir essayer de s'opposer à lui. Dumoulin semble en difficulté, il devrait
peut-être se faire décramponner si nous accélérons, et c'est ce qu'on va pas se priver de faire, bien évidemment, essayer de faire une différence déjà sur cette planche des belles filles, puisque, regardez, Roglic, je vais caler dans la roue, je vais tenter un départ avec Lutsenko. Oui, mais voilà, le garçon est très très fort. Roglic est vraiment fort, hein. Il n'y a pas grand chose à jeter du côté de Primoz Roglic. Il est à 77 en pleine, il a 80 ou plus dans les 4 catégories, je dirais, majeures pour ce Tour de France, que peuvent être la montagne, le vallon, le contre-la-montre et la descente, parce que mine de rien, la note de descente, elle conditionne énormément de choses, mais c'est mérité, hein, c'est mérité pour Roglic, hein. Et de ce fait, il devient très très délicat à décramponner. Vous voyez, par exemple, voilà, Thomas, il a concédé du temps là-dessus. C'est pas tout à fait normal. C'est pas tout à fait normal non plus que Bernal se prenne une 26. C'est pas. Enfin, voilà, moi je considère pas ça normal qu'à ce stade-là, Bernal ne soit même pas dans le top 15, quoi. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont un peu mal gérées, qui font que du coup, la bataille annoncée se précise en fait, hein. C'est une bataille qui va peut-être davantage se jouer entre Astana et Roglic, hein, pour schématiser. Avec bon, on verra si Dumoulin arrive à survivre, mais ça paraît un petit peu mal engagé en vérité à ce stade. Et voilà, bon, on continue. Il y a une étape ici qui est très vallonnée, très très plaisante. Ce type d'étape, j'adore, parce il y a toujours moyen de faire un petit peu exploser la course. Donc on va pas s'en priver. Mais faut-il qu'on le puisse, ce qui est pas évident non plus, parce que là encore, l'IA va mener grand train. Ça va être impressionnant. Il y a des moments où je fais moi-même l'effort, mais il y a surtout des moments où l'IA roule mais à blinde, à blinde, à blinde. Ce qui est sympathique, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais du coup, il y a des risques pour qu'on termine à pas beaucoup, hein. On peut terminer à une vingtaine de coureurs, hein, cette étape-là, tellement elle est partie sur des bases élevées. Et donc, à l'avant, le Valgren à la limite qui est très fort sur cette database-là, Waylands qui est plus qu'intéressant, mais est-ce que ça peut vraiment aboutir? J'en doute, surtout qu'on n'a pas encore accompli notre effort. On s'est contenté de suivre le rythme effréné de l'IA pour le moment, et il y a un moment donné où évidemment je vais essayer de lâcher les chevaux et de voir ce qui peut être tenté pour en rajouter une couche, tout simplement. Pour en rajouter une couche, on voit que on a une pré-lutte, une mini-lutte pour le maillot à poids à ce stade-là, mais il faut attendre les cols hors catégorie, les catégories 1 pour distribuer plus de points et qu'on en sache davantage sur les positions sur ce classement-là. C'est pas encore là qu'on sait les choses. Ouais, G2R mondial, ils roulent très très fort. Ils ont vraiment du monde. Et Bardet, je rappelle, il y a 83 en montagne, hein, sur cette partie. Il est pas mal du tout. On a aussi la Tour, bien sûr, qui est un coureur qui est très intéressant à ce stade du jeu aussi. Oliver Nassen, ça c'est plutôt dans le registre du costaud, hein. Et puis il y a comme ça des équipiers, par exemple on peut penser à Michael Cherel, qui donnent un max et qui valent en vérité plus que leurs notes brutes, hein, qui sont visiblement très bien préparés et qui font un super Tour de France. Du coup, AG2R à la mondiale, vraiment, vraiment pas mal. Là, je vole un peu des secondes. Ah ouais, c'est sale, mais bon, ça fait partie, hein. Voler une petite seconde avec Lutsenko, on sait jamais. On sait jamais si les choses se jouent à très très peu. Mühlberger a des fourmis dans les jambes sur ce Tour de France. Il est aux avant-postes. On se doute bien que l'homme seul, à ce stade-là de la course, ne peut pas aller au bout. Et pour cause, accélération incroyable. Accélération incroyable ici, enfin incroyable, prévisible certes, mais spectaculaire quoi, hein. Mühlberger est avalé, bien évidemment, et c'est peut-être maintenant qu'on va rentrer en scène. Voilà, on va essayer de piquer au moment où ça fait le plus mal, c'est-à-dire une fois que les nombreux équipiers IA ont fait leur boulot et ont donné tout ce qu'il y avait à donner, il va falloir tester la vigilance de Roglic, notamment à cette occasion-là. Kwiatkowski n'est pas encore éliminé du tout, hein. Il est vraiment très 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 fort, on le sent très très fort sur ce Tour de France. À voir aussi ce qu'Alaphilippe peut proposer, etc., etc. On sait bien que
il y a encore beaucoup de temps à récupérer sur pas mal d'étapes, hein, donc pas non plus de conclusion trop hâtive à tirer. Dan Martin, non, c'était pas Dan Martin, voilà, j'avais l'habitude de voir les no-brain attaques de Dan Martin, c'est pas lui. Euh, Allez, on continue notre travail un petit peu là en mode file indienne, hein, on est sur quelque chose que je propose de temps en temps, mais que beaucoup de joueurs utilisent. Le mode file indienne, il est très 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 efficace. Roglic n'a pas lâché, hein, il est très très fort, hein. Alors, on a vu que en contre-la-montre, enfin on le sait tous, il est très fort, et puis vous allez avoir un aperçu à l'étape suivante. Mais regardez, même quand c'est très vallonné et quand donc c'est plus réservé aux punchers, le Roglic version Tour de France pour Astana 2020 est totalement imprenable. Et ça n'augure pas d'une suite très, très positive pour, que ce soit pour Fuglsang d'ailleurs, ou pour Lutsenko, hein. Là, le maillot jaune est sur les épaules de Fuglsang, mais n'empêche que on ne sait pas réellement à ce stade-là qui a la meilleure chance de pouvoir vraiment performer du côté de l'équipe. Alors, ça va revenir avec Dan Martin, voilà, il fallait que Dan Martin soit là, sinon l'étape n'aurait pas été rigolote. Et on va quand même essayer d'aller l'arracher à Michael Woods. Attention à Michael Woods qui va peut-être aller chercher l'étape si ça a du mal à agir derrière. Jouera-t-il que la réduction du nombre d'hommes pour s'adjuger la victoire d'étape mais n'a pas été celle que j'aurais anticipée. Vous voyez, au début de la course, je pensais que ça terminerait sur une course très très nerveuse, pouvait terminer à une quinzaine. Ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas. Lutsenko va évidemment produire son effort, mais regardez, c'est dur de terminer. Très très difficile à terminer. On a peut-être gagné du temps, peut-être pas. Ça, c'est toute la magie de PCM sur les calculs d'écart sur ce type d'arrivée-là. Est-ce qu'il y aura une quinzaine de secondes ou pas? Allez, ça va, quand même. Elles ont été créditées, c'était 23 finalement. Et ça donne du coup une petite avance à Lutsenko. Petite avance, oui, mais ne soyons pas trop joyeux, parce que l'étape qui suit, elle va nous ramener sur Terre. 38 km de contre-la-montre. Est-ce qu'il y a des pourcentages remarquables? Alors on fait la reco avec Pedersen, on fait la reconnaissance pour essayer de voir s'il y a des endroits où les grimpeurs pourraient faire une différence, outre le fait que ce chrono a l'air d'être plutôt un chrono pour spécialistes, hein. Il en a le profil, et bah oui, bah ça va être confirmé. Ça va être confirmé, c'est plus un chrono de spécialiste, c'est pas forcément la toute meilleure nouvelle du monde pour Fuglsang, qui du coup devrait prendre cher et laisser là une partie de ses ambitions. J'étais content du temps réalisé par mon, par mon Pedersen là. Krag Andersen va aussi essayer de performer. Voilà, on a deux types là qui sont très très forts comme ça sur contre-la-montre. Lutsenko n'est pas mauvais. Fuglsang assure le minimum syndical, mais guère plus. Vous voyez par exemple, voilà, bah, la toute fin n'a pas été gérée comme il le fallait. En fait, je fais des tentatives sur mes premiers équipiers. Je fais des tentatives de répartition de la barre d'effort. Et comme ça, au moment où j'arrive avec mon leader, je sais à peu près l'option que je vais choisir. Et du coup, c'est vrai que, bah, on va dire, Krag Andersen, il a été victime de mes tentatives. Et bon, il n'aurait pas gagné non plus, hein. Il n'aurait pas gagné non plus. Attention, attention à Roglic. Je la sens pas, cette histoire-là. Mais je la sens vraiment pas. J'ai une peur bleue de la capacité de rouleur de Roglic. Euh, Roglic, au final, qu'est-ce qui lui manque pour être le tout meilleur? Un peu de notes, un tout petit, quelques points en montagne. Et à ce moment-là, il serait absolument intouchable, hein, parce que les notes physiques, elles sont là. La preuve, la réaction sur les étapes réservées, peut-être aussi aux punchers. On a du Roglic immense, quoi. Je sais pas trop quoi penser. Peut-être que la seule faille qu'on puisse lui trouver là, à ce stade-là et dans ce contexte en mode carrière, c'est juste une faille tactique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut essayer d'arriver à l'isoler, à le fragiliser par rapport à l'équipe, quoi, hein. Mais sinon, intrinsèquement, regardez, voilà, on a l'endroit ici où il faut faire un petit peu l'effort. Donc je l'ai localisé sur mes recos.
Il y a en plus une petite difficulté, c'est que Fuglsang et Lutsenko sont quasiment à gérer, ils sont à gérer en simultané, mais bon, on devrait y aller. Allez, là voilà, il faut appuyer un petit peu sur la barre à cet endroit-là pour essayer de gagner des petites secondes pour au moins minimiser un peu les dégâts auxquels on s'attend. Hein. On s'attend à prendre un éclat, hein. Mais de quelle nature? Voilà, c'est toute la question. Donc, on continue, on continue. Contre la montre, allez, je vais être beau joueur et peu importe l'issue, il était quand même fun à jouer. Il est sympa. Hein. Il est sympa parce que il demande beaucoup de vigilance. On peut aussi procéder à plein de petits réajustements quasiment à tout moment. Du moulin, voilà là. Du moulin ou Roglic? Pronostic. Moi, j'en ai pas, mais pronostic, c'est que regardez, Fuglsang, il va se faire bouffer par Roglic, ça c'est sûr. Donc, il va se faire distancer au général, comme ce sera pas permis. Et au-delà de ça, non, non, bah il y a juste de l'espoir pour Lutsenko d'essayer de limiter un petit peu plus la casse, quoi. Mais pour Fuglsang, déjà, on sait que le Tour de France, à ce stade-là, il est quasiment terminé. Hormis défaillance, problème avec Roglic, le Tour de France, il est plié. Regardez, cette image est quand même catastrophique. Alors, ok, il va terminer avec un petit peu de consommation de barre que Roglic n'avait plus. Ça va donc nous permettre de rester en dessous des 2 minutes. Mais pas plus, hein. Mais pas plus. Donc Lutsenko, allez, on croit en toi mon grand, pour limiter un petit peu la casse. Ah, c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'était donc un mauvais moment. Récupération du maillot pour Roglic, donc, avec seulement 16 secondes d'avance. Ce qui veut dire que, sans parler de victoire au final, parce que ça, c'est extrêmement délicat à anticiper, et puis je pense que ce sera très délicat. Mais par contre, le maillot, on peut le récupérer. Le maillot, on a moyen de le prendre sur une étape comme celle-ci. Après, l'arrivée est jugée un tout petit peu trop loin de la dernière descente à mon goût. Euh, on aura un profil un petit peu plus loin dans l'épisode suivant qui sera plus favorable et qui correspond un peu plus à ce que j'évoque, savoir vraiment une arrivée en descente. Bon, mais là, ah, c'est, on sent bien venir le scénario. Hein. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais n'empêche qu'à l'arrivée, l'IA, elle va rouler comme une malade, et sur le plat, elle va sacrifier des gens qui vont faire que vous ne pourrez pas faire fructifier une éventuelle avance prise en descente. Et attention, il faudrait déjà commencer par en prendre une, parce que Roglic en descente 83, pas l'impression que ce soit le type de coureur à se laisser prendre, même si après on sait que par le jeu de qui prend les relais du côté de l'IA en poursuite dans le groupe donc de poursuivants, sur cette question-là de qui va prendre les relais, là c'est là qu'on peut créer un peu l'imbroglio et que certains peuvent relayer, en fait ils sont pas assez forts en descente, et c'est là qu'on peut construire une avance. Donc voilà, je suis en train de spéculer totalement sur la suite sans savoir absolument ce qui peut se passer. Toujours est-il que Bilbao, voilà, qui avait un temps été aidé par Dario Cataldo, Bilbao est notre homme placé à l'avant, histoire de pouvoir, on le sait, comme toujours, servir de relais. Et puis aussi, voilà, je vais tenter peut-être de voir quelle est la réaction face à une accélération de Fuglsang. À ce stade-là, il faut tenter des choses en vérité. Si on tente rien, on risque pas d'avoir un scénario à notre avantage. On est obligé d'être un petit peu offensif, voire même ultra offensif, on verra par période, sur ce Tour de France, si on veut que quelque chose de positif puisse arriver. Bilbao attend, ça y est, c'est son tour de s'économiser en attendant les 2 leaders de l'équipe. Allez, c'est parti. C'est parti. On va voir s'il y a quelque chose à provoquer. En tout cas, est-ce que Roglic est tout seul ou est-ce qu'il est accompagné? Déjà, premier point, il est tout seul. Donc, ça veut dire qu'on a éliminé Cresswake, qu'on a éliminé Bennett. Et ça, c'est déjà plutôt une bonne chose à ce stade. Après,
voyez, par exemple, voilà, il y a des mondes qui est distancé. Moi, je ravitaille toujours mes types, les pauvres. Puis je les mets entre 55 et 59, ce que m'a conseillé l'un d'entre vous dans les discussions, m'a dit, ouais, si tu veux pas les impacter au niveau de la fatigue. Moi, je savais pas que c'était la fourchette 55-59. Mais du coup, moi, maintenant, j'ajuste. Avant, j'avais tendance à les mettre à 62 à peu près. Et bah oui, c'est très important que les équipiers soient en forme une fois pour l'étape d'après, pour les étapes suivantes, si tant est que qu'on ait la possibilité de le faire en tout cas, mais j'essaye au moins de me préserver la possibilité que ça arrive. Hein, vous savez, la fatigue, quoi. Hein. La fraîcheur est très importante. Ça peut impacter aussi la fatigue, on le sait. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Après, c'est écrit nulle part. De manière générale, il y a plein de choses qui sont écrites nulle part. On pourrait ça oblige un petit peu à faire nos recherches chacun de notre côté ou parfois ensemble, mais il y a plein de choses sur le fonctionnement du jeu en fait qu'on connaît pas. Hein. C'est assez étrange. En tout cas, Lutsenko est sorti assez fidèlement au scénario ou à l'ébauche de scénario que je vous avais annoncé vouloir en tout cas entreprendre. Et maintenant, tout ce qui va compter, on a vu que Woods et Wellens étaient dans l'impossibilité de rouler sur Lutsenko. Tout ce qui va compter à ce stade-là, c'est quelle va être l'attitude derrière Lutsenko des poursuivants. On sait que Roglic est tout seul, donc a priori il n'y a pas un Jumbo-Visma qui va se mettre à la planche pour essayer de revenir. Est-ce que lui-même va rouler? Est-ce que Lutsenko va en avoir assez sous la pédale pour garder une avance lui permettant déjà au moins de récupérer un peu de temps, ou Obamo la bonif, la victoire d'étape? Délicat, hein, délicat, mais peut-être que ça passe au niveau du gain de temps. On va voir. Toujours est-il que c'était Ineos qui avait assuré la poursuite. Allons voir tout de suite ce que ça a donné. Vous voyez, étonnant à la Philippe qui concède sur la toute fin. Étonnant, hein, très très étonnant. Hein. Pour moi, jamais de la vie il doit concéder quoi que ce soit sur cette étape-là, mais bon, bref. Et on reprend le maillot. Et on reprend le maillot. Avec toute la difficulté sur une étape comme l'étape 12, de le garder parce que bon, j'ai démarré l'étape de manière assez, on va dire, conventionnelle, avec Kort Nielsen qui va chercher les points pour le maillot vert, ok, qui se désintéresse ensuite de l'échappée. C'est deux cols hors catégorie, il y a des très bons grimpeurs dans cette échappée, il y a notamment Julien Alaphilippe, bon, dans un registre un petit peu plus hybride, mais surtout, non, il n'y a rien à faire pour Kort Nielsen à l'avant, sur un coup comme ça, disons. Et non, on va la jouer différemment. Voilà, je ne vais envoyer personne à l'avant, en tout cas pour le moment. On va être dans l'ascension comme ça du col de la Madeleine. Il y aura derrière la croix de fer, hein, donc c'est quand même deux cols hors catégorie, avec en plus arriver au sommet un petit peu plus tard au Cibel. Donc prudence, prudence et observation du moment où éventuellement quelque chose pourrait se jouer ou pas. Mais en tout cas, on reste comme ça dans l'expectative. Après, je vous cache pas que, évidemment, à un moment donné, je chercherai à éliminer les équipiers de Roglic. Hein. Mais, mais en abordant les choses de façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sortir avec Bilbao à ce moment-là, ici, c'est-à-dire dans allez, on va dire le dernier tiers du col de la Madeleine. On va rentrer sur l'échappée relativement rapidement parce que devant ça roulotte, ça roule pas vraiment. Le peloton en plus roule plutôt pas trop mal, ce qui fait que l'échappée n'a pas beaucoup d'avance, peut-être à cause de la présence d'Alaphilippe, hein, qui sait, puisque du coup il faut maintenir un certain écart. Bref, pas l'impression non plus que Jumbo-Visma soit vraiment au travail devant, hein. C'est plus partagé. On sait qu'AG dans la mondiale sur ce Tour de France prend pas mal de choses à son compte aussi. Ineos de temps en temps, mais des fois on a aussi des surprises. Alors évidemment, là on a un Valgren dans l'échappée, mais souvent on peut voir rouler ses équipiers aussi, Bossenhagen notamment. Enfin, il y a pas mal de partage finalement. Movistar aussi, mais la main à la pâte de temps en temps, puisque le leader c'est Nibali, mais il y a surtout peut-être plutôt le Landa, hein, soyons honnêtes, à ce stade-là, Nibali plus en électron. Donc voilà, hein, c'est assez partagé. Toujours est-il qu'il y a un moment où, ayant jugé que Bilbao avait un petit peu d'avance, je vais commencer à demander de rouler. On va demander c'est Cataldo qui a initié le mouvement, ensuite c'est Kort Nielsen qui va prendre le relais de Cataldo, et ensuite vous voyez l'ordre dans la roue, voilà. Cataldo reprend la main, et ensuite ce sera Fraile qui sera chargé de travailler. Lutsenko, je trouve, est un petit peu en retrait.
Il est un petit peu en retrait sur cette étape. Il a du mal à garder les positions à l'avant du groupe. C'est marrant ça, hein, c'est fluctuant. Hein. J'ai souvent eu d'ailleurs sur ce Tour de France Lutsenko qui garde les premières positions, un petit peu à l'instar de Benoît avec Sunweb également, hein, vous voyez. Oui, après il faut s'occuper des équipiers aussi, les pauvres, ils sont en galère. Euh, et puis sur cette étape-là, par contre, il est un peu en retrait. Bon, voilà. Je pense pas que ce soit uniquement lié à la barre d'effort, pour être franc. Parce que à barre d'effort égale, j'ai déjà vu des comportements assez différents, donc voilà. Inclusion de Bilbao dans notre train une fois que Fraile n'en peut plus. Bilbao est redescendu pile au bon moment avec Fulsang et Lutsenko dans la roue, bien évidemment. Puisque à ce stade, on va évidemment demander à Fulsang de se sacrifier, hein. Ça paraît évident. Les meilleures chances en contre-la-montre sont du côté légèrement de Lutsenko, surtout vu le profil du dernier contre-la-montre de ce Tour de France. À partir de là, Fulsang doit aider totalement. Il y a 2 minutes de retard sur Roglic. Il doit aider Lutsenko. Il n'y a plus de doute en mon esprit, alors qu'évidemment au début je vous l'avais dit, hein, il y en avait un. Donc voilà, Bilbao qui fait le boulot. C'est à la limite, c'est Lutsenko qui souffre. Il est un petit peu en difficulté là sur cette fin de col de la Croix de Fer. Les longues ascensions comme ça ne sont absolument pas faites. On a vu Kruijswijk qui lâche aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a vu que les longues ascensions sur Pro Cycling Manager 2019 sont, et c'est très logique, euh, très difficiles pour les punchers. Hein. Fulsang, euh, il est difficile de le catégoriser, mais par contre, Lutsenko, c'est très facile de le catégoriser. C'est un puncher. Puncher avec beaucoup de polyvalence, mais puncher quand même. Et puis, donc il souffre dans ses longues ascensions. On va tenter un truc ici avec Fulsang, mais qui est surveillé de très très près par Dumoulin, qui est proche de lui au général. Donc c'est assez légitime. Hein. Egan Bernal, qui est pas mal en jambes, même s'il avait traîné à l'arrière du peloton dans un premier temps, mais là il est bel et bien aux avant-postes. Kwiatkowski, qui est toujours à un très bon niveau. Roglic qui surveille. Je vais en retenter une avec Fulsang. L'objectif, c'est pas tellement de faire réagir Dumoulin dans mon esprit, c'est plutôt de faire réagir Roglic ou ses équipiers. On a vu qu'il était désormais seul. Bennett a lâché après Kruijswijk. Et donc, ça marche pas trop. Ça marche pas trop. J'ai tenté, je vais en tenter une troisième quand même. Et c'est toujours Dumoulin qui réagit. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hein. Ça se tient. Honnêtement, tactiquement, il n'y a pas d'illogique à cela, quoi. Hein. Donc, ok, Lutsenko reste toujours protégé par Bilbao, et on a bien compris la sentence. C'est non, non, tu ne partiras pas, donc grosse descente en plus, tout va se jouer dans la montée vers les Cibelles, et bah, pas forcément le truc plus avantageux pour moi que ça se joue dans cette montée, parce qu'elle est assez longue, elle a moins de pourcentage, heureusement, dans la deuxième partie, mais il y a quand même des endroits où ça peut faire mal à Lutsenko, hein, donc à partir de là, délicat, délicat, on va être vigilant. Je trouve que c'est assez passif jusqu'à un certain seuil de la montée, donc tant mieux, tant mieux. Tout kilomètre qui passe sans qu'il se passe grand chose est positif pour nous, hein, sur ce contexte-là de montée. Mollema, Tige Benoît et évidemment Fabio Aru sont échappés avec une avance pour Fabio Aru. Va-t-il aller chercher son étape? C'est ce qu'on va regarder. Et donc ici, ça y est, le lancement des hostilités avec Romain Bardet, qui évidemment avec Michael Woods va partir. Donc Romain Bardet, pas mal, pas mal, il est en canne. Se méfier, mais pas tant que ça. Moi, je vais plutôt regarder Roglic, parce que Bardet a relativement du retard au général. C'est pas forcément là-dessus qu'il faut focaliser, quoi. Il faut plutôt regarder quelles sont les réactions de Roglic. Est-ce qu'il va tenter de prendre une roue de quelqu'un qui attaque, auquel cas je serais vraiment dans la grosse difficulté. S'il ne tente pas, alors à ce moment-là, tous les espoirs sont permis pour limiter les dégâts. Regardez, hop, il se porte à l'avant. Le positionnement hein, est super important hein, par rapport à l'observation et la réaction en course par rapport à ces leaders-là. Si on voit Roglic qui traîne derrière nous, en fait, on est peinard. Hein. Mais par contre, à partir du moment où il prend les choses en main, ça sent le roussi. Ça sent d'autant plus le roussi ici qu'on passe au kilomètre avec Lutsenko qui est tout bonnement en train de lâcher. Ouais. Et Fulsang n'en peut plus non plus. Il a beaucoup donné en protection.
Ce qui fait que Wood sera un peu court. Egan Bernal, bah, très logique, hein. Rien de plus logique qu'une victoire de Bernal là-dessus. Et on va perdre du temps. On va perdre du temps et ça va dépasser les 20 secondes. Donc à partir de là, on a compris la sentence, hein. On a compris, ça veut dire qu'on va reperdre le maillot, décidément, chassé-croisé sur ce Tour de France. Alors Egan Bernal va chercher une belle victoire, mais ça ne le repositionne pas si bien que ça au général. Il est 9ème, quoi. 5-11, c'est pas vraiment une menace. Par contre, Roglic, c'est une sacrée menace. Donc on verra la suite à l'épisode 26. Je bouclerai ma série avec. Petit focus sur un point important, je voulais en parler, parce que des fois je l'évoque à l'oral, mais avec des nombres sous les yeux, c'est encore mieux. Vous voyez qu'il y a une relative ressemblance entre la forme effective et la forme du jour prévisionnel, mais c'est pas tellement sur ça que je voulais trop parler, c'est surtout sur la forme du jour réelle. Pour moi, avec les petits bonus qu'a Lutsenko sur un coup comme ça, la forme du jour réel, c'est plus 6. Forme du jour pardon, prévisionnelle réelle. Et donc, ça, c'est aussi ce qui explique l'avalanche de plus 5 par moment. On m'a demandé aussi, fais un screen de tes paramètres, mais il n'y a pas de problème. Le voici. Ça n'a pas beaucoup évolué, je vous avoue, depuis le tout début du jeu. Je ne change pas grand-chose de ce côté-là. Et voilà. Donc les paramètres, ils sont là. Je vous dis à très bientôt. On va terminer ce Tour de France à un épisode 26 qui sera le dernier de la série Astana. Et puis je vous promets aussi de ne pas baisser les bras et de terminer, même si c'est pour perdre, de terminer avec du panache. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.